Dessiner une belle enveloppe, ça je pense que l'architecte est vraiment apte à avoir un coup de patte. Les contraintes budgétaires sont quand même assez rarement abordées. Je pense que l'architecte doit être clair le plus rapidement possible sur ce qui est possible et ce qui l'est pas. Ouais, c'est pas facile le métier d'architecte. C'est un métier magnifique. Je ne l'ai pas pratiqué, mais je m'en suis approché. C'est face à des contraintes de bâti ancien que souvent ça coince. Alors Claude, au cours de ta carrière, tu as pu constater, être témoin des difficultés que peuvent rencontrer les architectes et leurs clients? Oui, alors il se trouve que dans ma carrière, je n'ai pas été architecte parce que je n'ai pas fait les études pour. Donc je n'ai aucune prétention d'être architecte, mais j'ai été maître d'œuvre par délégation. Et j'ai travaillé ensuite à la rénovation, l'entretien des bâtis anciens, etc. etc. Et après avoir créé Rénovation Pertinente sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il y a une incompréhension totale. C'est-à-dire que les particuliers disent « Moi, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être conseillé, mais je trouve personne. » Et régulièrement, je dis « il y a les architectes. » Et on me disait souvent « Ah ouais, alors il y avait des artisans déjà qui souvent disaient « L'architecte, on n'arrive pas à s'entendre avec eux. » Et l'architecte lui-même, quand j'ai rencontré, qui disait « Ah, c'est pas simple avec les artisans. » Et les clients qui disent nous, on a consulté des archis, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on attend qu'on nous propose. Et les architectes eux-mêmes, on avait fait un sondage à un moment donné, qui disaient on a des demandes de la part des particuliers, et ça se passe bien, et petit à petit, on sent que la relation se délite et que ça ne colle plus véritablement. Et on ne se comprend pas. Et donc, j'ai creusé pour essayer de trouver ce qui n'allait pas, parce que c'est vrai qu'il y a besoin d'un relais. Et que l'architecte, à mon avis, est probablement un des relais les plus naturels. Pour avoir parlé, échangé avec des architectes, quelles étaient leurs études, etc., qu'est-ce qu'ils avaient eu comme cursus, qu'est-ce qu'on leur avait enseigné, que quelque part, ce sont probablement les gens déjà sur le marché, déjà en place, déjà dans le bâtiment, qui ont le plus large éventail de connaissances dans le bâtiment. Donc des connaissances relativement étendues dans pas mal de domaines, mais ils n'ont pas tout ce qui convient. Et j'aimerais développer en 8 points les endroits où il y a, comme on dit, une pierre d'achoppement, quoi, ça passe pas. Surtout dans le bâti ancien. Surtout dans le bâti ancien. Surtout dans le bâti ancien. Dans la conception, pour construire, soit on n'a pas les mêmes vues architecturales, auquel cas il faut changer d'archi, mais sinon ça se passe assez bien. C'est face à des contraintes de bâti ancien que souvent ça coince. Alors, si tu le veux bien, j'ai essayé de faire une liste des 8 points, parce que on va pas se la jouer, hein. On a une tête qui fonctionne bien, mais pour pas oublier des points, le mieux quand même c'est de les noter et de les hiérarchiser. Donc c'est ce que je me suis permis, et comme ça, si tu veux me relancer, je le ferai à chaque fois, ça serait bien. Alors, le premier point, c'est la compréhension mutuelle entre les compétences d'un architecte et les attentes d'un client. Oui, alors le point que j'aimerais développer là, c'est que les architectes font un nombre d'années d'études assez important, hein, puisqu'ils font 5 ans, et ils sortent diplômés d'État. Et après, il faut encore quelques années en cabinet d'architecture avec d'autres architectes, etc., pour avoir la compétence de la conduite du chantier. Et donc, c'est quand même pas rien. Et on leur enseigne, je pense, beaucoup de choses très intéressantes qui sont liées à la conception d'une enveloppe dans laquelle on va vivre. Donc, dessiner une belle enveloppe, ça, je pense que l'architecte est vraiment apte à avoir un coup de patte. Hein. Donc, c'est souvent à cause de ça, d'ailleurs, qu'ils vont dans l'architecture. Ils aiment dessiner, ils aiment l'architecture, ils ne se retrouvent pas là par hasard. Hein. Et donc, ça, ils l'ont bien. Ils ont donc
les déplacements dans l'espace, la gestion de la lumière, la gestion des lieux, les orientations, etc. Tout ça, ils l'ont indéniablement, ils savent le faire. Sauf que ils sont quand même assez peu orientés dans leurs études sur le bâti ancien. Et donc beaucoup de ce qui est développé, c'est bonjour monsieur l'architecte, je suis client, j'aimerais avoir une maison comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Les contraintes budgétaires sont quand même assez rarement abordées. Et la contrainte du lieu l'est aussi assez peu. Et la contrainte du bâti déjà existant est très peu abordée. Et pour des raisons simples, c'est que c'est vraiment très difficile d'imaginer que les profs vont mettre des élèves à eux dans un bus et dire « Tiens, aujourd'hui, on va aller voir une maison en pisé. Tiens, aujourd'hui, on va aller voir un appartement. Tiens, aujourd'hui, on va aller voir un musée. » C'est pas facile. Donc, c'est souvent... Et ça évolue. Ça évolue beaucoup. Mais il y a encore beaucoup d'architectes qui ont été enseignés, qui sont aujourd'hui encore avec des enseignants, qui traitent du neuf, plus particulièrement, et des matériaux qui sont aujourd'hui normés. Sauf qu'un pisé, c'est pas normé. Un mur en pierre, il est en granit, il est en calcaire, et il n'est pas normé. Et à un moment donné, on va quand même pas tout traiter au pain de dynamite pour recommencer à zéro. Donc il faut sauvegarder ces bâtis anciens. Et là, il y a incompréhension entre ce que le particulier vient chercher chez l'architecte et ce que l'architecte est en capacité de lui donner. Et pour autant, ce que l'architecte a appris, c'est utile, et c'est très bien qu'il l'ait. Mais ce que nous essayons de faire, nous, dans nos formations, quand on la propose à des architectes, c'est précisément d'apporter un peu de ce complément, enfin pas un peu, le maximum possible de ces compléments, comment fonctionne un mur en pisé, comment fonctionne un mur en pierre, quelles sont les contraintes d'une charpente à chevron formant ferme, ou avec des pannes traditionnelles, pannes chevron, ou en fermette, quels sont et quels peuvent être les méfaits d'un enduit ciment sur un mur en pierre ou en bauge, etc. Les remontées capillaires, le fait que ce qui a été construit avant 48, en règle générale, c'est ce qu'on appelle des fondations cyclopéennes, donc pierre plate sur lit de sable, et puis en avant Guingamp au niveau des remontées, quoi. Et les remontées font des dépôts salpêtres, et comment on gère ça? Donc voilà quelques exemples qu'on aborde. Donc c'est là que je situe l'incompréhension. Le deuxième point, c'est l'arbitrage entre aspect moderne et respect de l'ancien et entre durabilité et innovation. Oui, alors, souvent, le particulier achète une ancienne ferme, une ancienne gentilhommière, une maison d'ouvrier ou je ne sais quoi, peu importe l'architecture, mais une architecture qui est datée par rapport aux moyens techniques de l'époque, au savoir-faire des hommes de l'art disponibles localement, aux matériaux disponibles localement, aux contraintes climatiques localement, etc. Et il y a eu une évolution des matériaux qui a fait que, par exemple, un voile béton, qu'on le fasse à Lille, à Marseille, à Quimper ou à Strasbourg, ou à Bourges, c'est toujours les mêmes contraintes. Et donc aujourd'hui, avec certains matériaux modernes, on peut effectivement se libérer d'une architecture qui était largement dictée par des contraintes environnementales diverses que environnement donc de disponibilité des matériaux, le savoir-faire, etc. Toute la tradition de la construction locale. Et donc l'architecte, lui, il peut avoir un apport de modernisation parce que on peut parfaitement marier du contemporain avec de l'ancien et faire quelque chose d'extrêmement beau. Sauf que le particulier n'est pas forcément prêt. Et l'architecte, lui, qui est plutôt une personne qui va travailler sur la beauté du geste, sur la beauté de ce qui va être produit, lui, il va essayer d'amener une touche de modernité. Parce que, ok, c'est bien les gentilhommières du 17e, ok, d'accord, mais bon, ça va, on a vu, quoi. Donc, et à un moment donné, peut-être qu'on peut avoir une touche. C'est la grande polémique de la pyramide du Louvre. Au Louvre. On aime ou on n'aime pas. Mais aujourd'hui,
je ne verrai pas le Louvre sans la pyramide. Hein, les colonnes de Buren, oui, ok, elles sont là, et puis elles sont bien là. Et elles ont raison d'être là. Mais il y aura toujours la polémique, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus un Parisien pour polémiquer sur la Tour Eiffel. Mais remontons à l'Expo de 1900, ça jasait dur. Hein. Donc, c'est toute cette difficulté-là. Et là, nous, on ne peut pas forcément aider, mais c'est quand même une contrainte qui est à prendre en compte. Et on peut peut-être quand même, en tant qu'habitologue, à un moment donné, avoir aussi le discours de dire « votre bâtiment est très beau », et quelque part, il pourrait y avoir une touche de modernité, et dire « l'architecte pourra vous donner ça ». Parce qu'un habitologue, il ne sait pas faire ça, c'est pas son job. Troisième point, l'entente et la coordination avec les autres corps d'État. Oui, alors... Ça, c'est un sujet assez sensible. Oui, c'est moins vrai avec les jeunes architectes, je dois dire. Oui. Ça se passe beaucoup mieux. Les anciens architectes, souvent ils ont mis de l'eau dans leur vin, parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Hein, mais il y a eu une époque quand même où je pense qu'on leur a dit vous êtes les seigneurs et maîtres et c'est vous qui avez le savoir et c'est vous qui devez piloter. J'imagine, parce que j'en ai rencontré quand même des anciens et c'est pas toujours évident, quoi. Parce qu'à un moment donné, l'artisan, il n'a pas toujours les mots pour parler avec l'architecte. Et l'architecte qui, lui, a peut-être 1000 mots pour causer, si je lui donne une truelle, une taloche et que je le mets au pied du mur, il va vite comprendre que la gravité, c'est une réalité. Hein, parce que tout ce qui va approcher, pouf, et c'est normal, chacun a sa fonction. Mais il faut que, quelque part, l'architecte comprenne que lui, il peut avoir des exigences techniques, d'aspect, mais à un moment donné, une fois qu'il a expliqué à l'artisan ce qu'il veut, l'artisan va lui dire « ça, je peux vous le faire, mais ce n'est pas garanti ». Parce que tout simplement, les normes ne l'ont pas pris en compte, parce que ce n'est pas dans les DTU, parce que ce n'est pas dans les carnets de prescription technique des fabricants, ou éventuellement, il va lui dire ça, je veux bien vous le faire, mais voilà ce que ça va générer à côté, en amont, ou ce que ça va générer en contrainte ultérieurement. Et donc, à un moment donné, il faut que l'artisan comprenne que l'architecte n'est pas là pour l'embêter, que l'architecte, il a une raison d'être là, parce qu'à un moment donné, il faut coordonner tous les corps d'État, et que cette contrainte-là, si elle n'est pas là, ça ne va pas aller mieux entre artisans eux-mêmes, hein, parce qu'ils vont tous faire comme ça les arrange. Au final, je ne suis pas sûr que le chantier va se passer bien. Et l'architecte, il est là pour lui mettre de l'huile dans tous les rouages. Mais l'architecte, il doit aussi comprendre que, à un moment donné, il faut aussi écouter l'artisan, l'entendre dans ses capacités techniques, parce qu'ils ont des capacités techniques qui sont bien supérieures à... Moi, quand je parle avec un chauffagiste, j'aurai jamais ses compétences techniques. Hein. Quand je parle avec quelqu'un, un maçon qui vient me parler de la bauge ou de la pierre, etc., parce qu'il s'en est fait une profession de foi, presque. Je bois ses paroles. Maintenant, des fois, ça me contrarie. Parce qu'il me dit « Ah ben non, mais ça, on peut pas. » Oui, mais j'aimerais. Eh ben oui, t'aimerais, mais on peut pas. Ou si on le fait, voilà ce que ça va générer en contrainte. Donc, et ça, souvent, il y a quand même une incompatibilité, une difficulté de relation entre l'un et l'autre, chacun ayant souvent son propre langage, ses propres contraintes ou ses propres attentes. Et le particulier a des fois l'impression, je l'ai vécu, hein, de devoir trancher un peu, quoi. Et il n'a pas fait faire appel à un maçon ni choisi un coordinateur de travaux qu'est l'architecte pour se retrouver entre le marteau et l'enclume. C'est pas ça qu'il veut. Et ça, est-ce qu'on peut aider les architectes? On peut aider. On peut aider parce que déjà, on a fait un glossaire donc qui permettra déjà d'avoir le particulier, l'architecte et l'artisan les mêmes langages. On parlera des mêmes choses parce que des fois, on parle d'une chose. Moi, j'ai quand même vu un architecte de renom, un Lyonnais, parmi les 10 grands architectes de Lyon. J'ai fait 3 ou 4 chantiers d'isolation avec lui. Et un jour, il est arrivé, j'étais en train de faire de l'isolation en toiture avec de la laine de bois en panneau. Il me dit, quand est-ce que vous allez mettre la bâche?
Et on avait déjà fait plusieurs chantiers ensemble. Je lui avais déjà dit d'aller voir sur ma chaîne, etc. Bon, ça faisait partie de ces vieux architectes qui... les sachants. Hein. Oui, 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 oui. Et il m'a dit, quand est-ce que vous allez mettre la bâche? Et là, ça me pompait, quoi. Je dis, mais vous me parlez de quelle bâche? Bah, est-ce que vous allez mettre après? Je dis, soyons clairs, une bâche, si j'ai un coup de vent qui arrache des tuiles, j'appelle le couvreur et je lui demande momentanément de bâcher mon toit pour me protéger de l'eau qui rentre. Ça sert à ça, une bâche. Maintenant, ce dont vous me parlez, ça s'appelle un pare-vapeur. Et le pare-vapeur, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à choisir parce que il doit laisser entrer de la vapeur d'eau en quantité suffisante pour pouvoir aider à l'évacuation de l'excédent de vapeur qu'on va générer dans le bâtiment, qui va être généré cet excès par des remontées capillaires de vapeur, etc. Toutes ces choses-là. Hein. Et on doit laisser entrer dans l'isolant le maximum possible, mais dans les limites de ce qu'il va pouvoir évacuer dans l'air extérieur sans avoir de condensation et de matérialisation de points de rosée. Donc on ne peut déterminer le niveau de perméance du pare-vapeur qu'en connaissant le niveau d'évacuation extérieur. Et c'est quelque chose qui est très technique. Et donc, ok que l'architecte fasse confiance à l'artisan, mais qu'il utilise le mot qui convient, quoi. Parce que moi, je l'ai compris. Mais il dit ça à un particulier, et le particulier dit, je n'ai pas compris de quoi il m'a parlé d'une bâche, là. Et peut-être, lui, il sera plus pointu que l'architecte. Donc, oui, on peut amener, effectivement, des niveaux, déjà, de connaissances identiques, parce qu'on forme des artisans, hein, qui savent ce que c'est qu'une perméance, qui savent ce que c'est qu'une valeur SD, pourquoi, comment, etc. Et des architectes également. Et on a des clients qui voient les vidéos, parce que j'ai des vidéos assez techniques, et tout le monde doit pouvoir se comprendre. Hein. Donc oui, on peut y participer, oui, bien sûr. Quatrième point, respect des réglementations en vigueur et des codes de construction. Et des codes de construction, oui, oui, oui. Alors, on a tous des contraintes. L'architecte doit prescrire des solutions qui sont couvertes et prises en compte par les assurances, la sienne de Desnal entre autres. L'artisan doit aussi amener des solutions qui vont être couvertes par sa Desnal à lui. Et le client a des attentes qui, je pense notamment, des gens qui disent moi, j'aimerais bien, sur mes murs en pierre, faire un enduit avec de la terre qui sort de mon jardin. Parce que c'est ce qui avait été fait. Alors bon, la terre, ok, on la tourne entre la végétale et la roche-mère, etc. Bon, on va se mettre d'accord là-dessus. Sauf que l'artisan qui va travailler là-dessus, il peut dire « je suis un homme de l'art, j'ai le savoir-faire, je prends mes responsabilités » et s'être couvert avec son assurance à lui, qui reconnaît qu'il a une compétence pour tester si la terre, oui ou non, tiendra. L'architecte, lui, il va avoir beaucoup plus de mal à apporter cette preuve. Et donc, à un moment donné, il faut probablement savoir légiférer, enfin pas légiférer, parce que pour le coup, c'est le législateur qui légifère, mais savoir trancher ou expliquer au client ce que vous attendez, on peut le faire. Ça s'est fait depuis la nuit des temps. Sauf que la première fois que personnellement, par exemple, j'ai demandé à mon assureur de me couvrir pour des enduits à la chaux que je me proposais de faire, la réponse a été, bon, ça date, hein, ça fait 25 ans de ça, mais la réponse a été, on ne peut pas, la chaux est un matériau expérimental. Et pourquoi la considérait-il comme expérimental? Parce que lui, il ne l'avait pas dans ses tablettes. Et j'ai répondu, oui, les arènes de Nîmes, le pont du Gard, Notre-Dame de Paris, vous avez raison, tout ça aurait pu s'écrouler, mais ça ne s'est pas écroulé. Donc ça fonctionne. Et à un moment donné, le client peut prendre la responsabilité de dire, moi, j'accepte le risque. Mais ce n'est pas simple pour un architecte à gérer. Et le client doit le comprendre. Il doit le comprendre, ça. Et peut-être qu'à un moment donné, il va dire, je veux un enduitaire, mais je veux quand même être garanti. Par exemple, si on revient sur l'enduitaire, l'architecte dira, ok, je vais vous trouver un artisan, mais qui va travailler avec de la terre qu'il va acheter. Parce qu'elle a été normée, elle a été calibrée, elle a été adjuvantée, et en tout cas, on sait comment elle se comporte dans les conditions normales d'exploitation en bon père de famille. Donc oui, enduitaire, du jardin, non. Si c'est celle du jardin, vous faites faire, mais moi, j'ai jamais vu, et
après qu'on aura fait la réception des travaux, parce que je ne peux pas vous le garantir. Et il y a aussi là une éducation qu'on peut faire, et nous, on le fait avec nos clients très régulièrement en disant vous avez des aspirations, mais il y a des contraintes, et vous ne pouvez pas vous demander à un taxi, sous prétexte que vous allez louper un avion, de rouler à 150 sur une nationale. Il ne peut pas. Sa voiture le peut. Probablement, s'il n'y a pas de circulation et qu'on est en pleine nuit, pourquoi pas, mais il ne va pas risquer de perdre son permis parce que vous l'avez appelé trop tard. Point 5, les idées préconçues ou attentes spécifiques des clients. Oui, alors, souvent le client, il a vu un truc quelque part et il a dit c'est vraiment super, et ça, je veux ça chez moi, quoi. Et donc, on peut avoir deux positions en tant que professionnel. Dire, écoutez, c'est pas du tout adapté à vos besoins. Ça ne correspond pas aux contraintes de votre bâtiment qui, pour telle raison, de conception architecturale, de vétusté, de compatibilité de matériaux et que sais-je d'autres, il y a énormément de contraintes qui font que, ouais, vous avez envie. Mais c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable parce que vous avez un pilier, là, il vous gêne, vous voulez l'enlever. Ah oui, mais le pilier, il a là une raison d'être pour reprendre les charges supérieures. Maintenant, si vous voulez l'enlever, on peut reporter les charges ailleurs. Mais sous quel prix? Sous quelles contraintes techniques? Esthétiques? Parce que, oui, on peut marier un IPN avec des voûtes en pierre. Pourquoi pas? Ça peut être beau. Mais il faut le faire. Hein. C'est pas évident d'y arriver, quoi. Donc, à un moment donné, nous, ce que l'on fait dans la formation que l'on a, on a des modules entiers qui sont liés aux techniques et aux compatibilités. Et donc, il faut à un moment donné que l'architecte ait les armes pour dire à son client, si vous voulez le faire, vous pourrez le faire. Mais je vous le déconseille, pour telle raison, qui sont des raisons techniques. Et ça, nous, on l'aborde dans la formation. Point 6, les lieux et sites complexes. Et oui. Et c'est vrai que c'est pas rien. Quand on arrive en un endroit qui n'est accessible qu'à pied, ou à d'autres mulets, et que d'un coup on a un client qui dit « Ah mais moi j'ai vu là, avec des lamellés collés de 10 mètres de long, on peut supprimer le pignon central de refend et s'appuyer simplement sur les deux pignons extérieurs. Oui, ok, c'est faisable. Mais votre site étant là où il est, est-ce que vous êtes prêt à payer un héliportage? Parce que là, je ne vois pas comment l'amener, moi, la pièce de bois. Ok, c'est faisable, mais techniquement, on ne peut pas. Bon, c'est un exemple poussé à l'extrême que je donne. Mais il y a effectivement, à un moment donné, des choses que le client a vues, qu'il espère avoir. Et non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Alors, soit il ne faut pas, soit il faut lui dire, ok, mais ça ne va pas être simple. Et donc, et là, il est nécessaire d'avoir à la fois la prise en considération des lieux, c'est-à-dire bien voir ce que ça va représenter en contrainte. Et là, avant que... C'est là, par exemple, où on retrouve aussi la relation architecte-corps d'État. Parce que peut-être que l'artisan va lui dire « Non, non, mais j'ai une combine, là. T'inquiète pas, ça je sais faire, on va faire un treuillage avec un câblage ou je sais pas quoi. » L'artisan, c'est un geek du chantier. L'artisan, il doit se débrouiller pour trouver une solution dans quelque chose qu'il n'a pas conçu, avec quelque chose qui n'a pas été conçu pour ça. Ils savent faire. Il y a l'article 2, c'est fait comme tu peux. Et on l'applique. Voilà. Donc, ne pas craindre non plus, et ça c'est très important, d'annoncer les contraintes au client, de dire on va regarder avec l'artisan et on va voir ce qui est possible de faire. Donc ça fait partie aussi, c'est un module où justement on traite de cette relation au-delà des compétences de chacun, mais de la relation humaine entre les individus. Ça, on l'aborde aussi. Ouais, c'est pas facile le métier d'architecte. C'est un métier magnifique. Je ne l'ai pas pratiqué, mais je m'en suis approché. Je pense que vraiment,
vraiment, je les défends parce que, très sincèrement, ils sont entre le marteau et l'enclume. Et puis il y a encore 2 contraintes, et ce n'est pas les moindres. Oui. Contrainte de temps. Oui, contrainte de temps. Oui, je voudrais que ça soit fait à l'ancienne, mais j'ai besoin d'emménager le mois prochain. Ah ben, ouais, là, on va travailler pas avec des enduits à la chaux aérienne, parce qu'on a des contraintes de temps de carbonatation, mais on va travailler avec des résines synthétiques. Hein. On va faire appel aux industriels de la résine, il y en a. Hein. Mais oui, la contrainte de temps. Le temps de l'architecte, le temps qui n'est pas forcément lui qui l'impose, mais s'il prend en compte les contraintes techniques, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire selon les contraintes techniques. Il est obligé de faire aussi selon la disponibilité des artisans, selon la disponibilité des matériaux, parce que c'est des contraintes qu'on commence à connaître de plus en plus. Hein. Et donc, lui, il doit trouver le moyen d'expliquer à son client oui, vous aimeriez entrer à Noël, c'est probablement possible, mais pas Noël 2023, Noël 2024. Et le client de dire ah ben non je veux pas, etc. Donc c'est vrai qu'on peut perdre des clients. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que l'architecte doit être clair le plus rapidement possible sur ce qui est possible et ce qui n'est pas. Parce que si à un moment donné le client lui dit je veux entrer à Noël 2023 et lui il répond ou elle répond parce que bon professionnel qui sait les contraintes qu'il va y avoir, ça va être Noël 2024, le client risque de dire ben, je vais aller voir ailleurs. Donc moins on aura passé de temps avant d'arriver à cette perte de clients, moins il y aura eu de perte financière et de temps consacré à quelque chose qui sera soit peu payé, soit mal payé, soit pas payé du tout. Et qui est quand même du temps qui aura été passé. Parce que ça on l'oublie. Quand un client me dit, un particulier me dit j'ai consulté 5 architectes pour avoir 5 projets différents, mais il y en a 4 qui ne vont pas être payés, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand j'emménage dans un coin, je veux essayer pour trouver la meilleure boulangerie du monde, bah, il y a 4 boulangers dans le coin, il n'y en a pas un seul qui va me donner une baguette gratuite pour que j'essaye. Hein. J'achète 4 baguettes. Hein. Donc l'architecte, c'est pareil. Je l'ai vécu. J'ai été constructeur. Ah, la fenêtre qui est là, j'ai vu avec le cuisiniste, ça serait vachement bien si on la déplaçait de 20 cm. Bah oui, sauf que tous les plans d'exécution étaient faits. Bah, déplacer de 20 cm sur le calque, c'est rien. Par contre, je vais vous dire combien ça va coûter. Ça va coûter tant d'heures d'études, tant de machins, tant de trucs. Est-ce que le petit caisson que le cuisiniste va devoir fabriquer sur mesure vaut aussi cher que ça? Non? Eh ben, achetez le caisson sur mesure. Parce qu'en plus de ça, tout ce que je vais changer, ça va avoir une incidence sur le maçon, l'électricien, le plombier, qui vont devoir changer leur lieu d'implantation, etc. Non, c'est pas possible, quoi. Donc, oui, effectivement, ça, c'est aussi une contrainte importante. Ouais. Ouais. Et là aussi, on essaie, si à un moment donné, il y a une relation, et moi, je crois que c'est l'idéal. L'architecte a besoin, probablement, d'acquérir des connaissances complémentaires en se formant avec les cours qu'on donne pour faire des habitologues. Mais il n'a pas vocation à devenir habitologue. Par contre, l'habitologue, lui, ne sera jamais archi. Et lui, il va pouvoir, en lien avec l'architecte, mais oui, donc, et en lien avec l'architecte, parce que mais c'est une opposition, et c'est complémentaire. Et donc, et en lien avec l'architecte, donc, voir avec le client, pour dire, monsieur le client, madame la cliente, vous souhaitez ça? Moi, en tant qu'habitologue, je ne suis pas archi, hein, je ne suis pas l'architecte. Mais je vous dis que, sincèrement, si vous demandez ça à votre architecte, ben, vous le mettez dans des difficultés énormes. Est-ce que vous pensez que le rêve que vous avez eu, l'idée préconçue, le truc que votre beau-frère vous a expliqué, qui est magnifique, ou que vous avez vu aux Antilles, parce que ça vous a plu, vous voulez le ramener, est-ce que vous croyez que c'est une nécessité absolue dans votre projet? Et donc, à ce moment-là, l'habitologue fait son boulot d'habitologue, se met pas en porte-à-faux, et l'architecte va récupérer un dossier où le client aura été sensibilisé. Et où ce sera plus facile de lui dire, je sais que vous en avez parlé avec l'habitologue, et voilà ce que je sais qu'il vous a proposé, et qui est très bien. Un petit peu comme, il y a une contrainte de sol, on n'est pas sûr de la stabilité du sol, l'architecte n'a aucun souci pour dire à son client,
Madame la cliente, monsieur le client, il va falloir l'intervention d'un bureau d'études spécialisé dans l'étude de sol. Ça a un coût, c'est 1 200 €. Mais sans ça, je n'ai aucune certitude de ce que je vais vous implanter et de la tenue. Ben, de même, l'architecte pourra dire à son client, et doit pouvoir dire à son client, j'ai des compétences en habitologie, mais ce n'est pas complètement mon travail. Et donc, je sais, parce que je travaille avec madame ou avec monsieur Untel, qui lui est habitologue et en fait profession, qu'elle va être en capacité de vous expliquer les limites de faisabilité ou pas. Et donc, à ce moment-là, ou les remontées capillaires, par exemple, vous avez des remontées capillaires, ok, est-ce qu'il faut drainer? Est-ce qu'il faut ventiler? Est-ce qu'il faut faire un enduit sacrificiel, etc. Moi, je ne sais pas. Je sais que toutes ces choses-là existent. Par contre, l'habitologue, lui, il va faire une analyse et, avec vous, en accompagnement, vous dire, ça amène telle contrainte, mais tel avantage. Ça amène tel avantage, mais ça génère telle contrainte, etc. Et vous allez trancher, et moi, je vais trouver l'artisan qui va mettre en œuvre, et je vais coordonner son intervention avec les autres. À ce moment-là, ça fonctionne. Je pense qu'il y a vraiment une complémentarité très grande entre le fait que les architectes comprennent que nous ne sommes pas leurs concurrents en tant qu'habitologues. Aucun habitologue n'a prétention à être architecte. Ce serait ridicule. Comment pourrait-on, en quelques mois de cours en distanciel, transmettre le savoir que vous avez acquis, qu'un architecte acquiert en 5 ans? C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Mais comment un architecte, lui, pourrait-il passer énormément de temps à expliquer ce qu'est une remontée capillaire et, sous prétexte qu'il a la coordination totale, ne pas se faire payer pour l'explication qu'il a donnée? Donc chacun doit avoir sa place. Et à partir de ce moment-là, ça fonctionne très bien. On a déjà des habitologues qui fonctionnent avec des architectes. Et, c'est top, hein, tout le monde est content. Et le dernier point, pas des moindres, la contrainte budgétaire. À quoi ça sert un archi? Puisque de toute façon, il ne fait que coordonner un terrassier, un maçon, un charpentier, un couvreur, un zingueur, un fenestrier, je ne sais pas comment on peut les appeler, menuisier, comme on disait autrefois, hein, un plaquiste, etc. Donc, c'est pas compliqué. On leur dit qu'ils viennent. Puis ils viennent. Alors, oui, on croit que c'est comme ça. Mais, quelque part, en étant simpliste, je serais tenté de dire c'est comme d'écouter un concert. Et on a quelques concertistes de renom, on a tous les musiciens qui nous créent la masse de fond, etc. Et c'est magnifique, on a un ensemble là, de 100, 120 personnes, ça sonne bien. Et puis il y a un mec devant là, avec une queue de pie ou une nana avec une baguette il sert à quoi? Un chef d'orchestre n'est ni plus ni moins utile pour la beauté de l'ouvrage, de l'œuvre globale, son interprétation, qu'un architecte qui lui aussi va devoir coordonner, donner, et une même œuvre avec un même orchestre, mais avec un autre chef d'orchestre. C'est pas la même œuvre. Sachant qu'il n'y a pas que l'interprétation, il y a toute la partie conception en plus de l'architecte. Oui, en plus, il a la partie conception qui va apporter. Donc, l'architecte, c'est pas seulement, comme disent les artisans, celui qui empêche de tourner en rond. C'est celui qui essaye que ça tourne au rond. Et des fois, pour celui qui est mis sous contrainte parce qu'on lui dit non, la réservation, c'est pas là que je la veux, c'est là. Ouais, mais à 10 cm près, c'est bien. Ouais, mais à 10 cm près, le plombier, il va avoir des problèmes pour passer son truc. Donc, non, il faut que tu me la changes. Et là, oui, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Parce que moi, on m'a demandé une réservation, je l'ai faite. À 10 cm près, ça va, quoi. Non, ça va pas. Donc, oui, l'architecte, c'est un métier qui, tu le disais, est extrêmement difficile à faire. Parce que, en gros, moi, j'ai été constructeur, c'est pas la même chose qu'architecte, mais on retrouve quand même les mêmes attentes des clients. Et moi, le constat que j'ai fait, si le chantier se passe bien, c'est parce que le client savait ce qu'il voulait et qu'il y a eu de bons corps d'état. Un bon maçon, un bon plombier, un bon chauffagiste, etc. On va quand même pas donner X%
de la facture de chacun à l'architecte qui n'a fait qu'envoyer un mail pour dire c'est bon, vous pouvez venir. Et oui, monsieur le client, j'ai constaté, c'est bien fait, vous pouvez payer. Franchement, non. Et si c'est mal fait, ben, c'est pas parce qu'il y avait un mauvais maître d'ouvrage, qui ne savait pas ce qu'il voulait, qui changeait tous les 2 ou 3 jours des trucs en disant « Ah oui, mais ça, je le veux plus là, je le veux là, etc. » C'est pas parce qu'on avait un plombier qui n'a rien compris ou un maçon qui n'a pas été bon, c'est parce que le coordinateur était mauvais. Donc que ça se passe bien ou que ça se passe mal, on a toujours une bonne raison pour dire « J'aurais peut-être pu m'en passer ». Et de là à penser par anticipation « Je vais peut-être pouvoir m'en passer parce que finalement mon budget est limité », et je vais quand même économiser 15 000 ou 20 000 ou 30 000 de coordination, de conception, etc. Eh bien, je dirais, moi je vais aller beaucoup plus loin que ça, je dirais, plus votre budget est serré, plus vous avez besoin de ne pas vous tromper. Parce que comme disait mon collègue Joseph, brave paysan ou savoyard retraité, qui n'avait pas trop de sous, et il disait, il faut être riche pour acheter 2 fois. Et je pense que quand on n'a pas trop d'argent, on n'a pas les moyens de se louper. Et donc là, peut-être va falloir serrer le budget, va falloir regarder, mais le coordinateur et l'architecte, c'est celui, je disais, il met de l'huile dans les rouages de partout, quoi. Et se passer de l'architecte, je ne suis pas sûr que ce soit la voie royale pour économiser des sous. Hein. Le budget, les problèmes de budget, c'est souvent de bien définir ses besoins. Tout à fait. Pas de calquer ce qu'on a vu chez son voisin. Voilà. Mais non. Et c'est là que l'architecte, justement, il est capable de dire à un moment donné, vous voudriez 3 chambres plus un bureau parce que vous allez faire un petit peu de travail depuis chez vous, etc. Est-ce que si je fais un coin dédié avec un paravent dans votre séjour, ça peut passer au lieu d'avoir une 4e pièce, etc. Et puis aussi de la communication, de bien se sentir avec son architecte. C'est primordial. La première fois qu'on voit quelqu'un, le premier ressenti, j'ai envie de travailler avec lui ou j'ai pas envie de travailler avec elle, ou peu importe. Et ça, c'est une demi-heure que c'est fait, ça. On n'a pas besoin de demander des avant-projets à toi. J'ai pas envie, je sens pas. L'architecte nous fait voir des choses, ou elle nous fait voir des choses qui ont été faites. Si c'est, je sais pas, acheter une grosse maison et en faire 4 appartements pour 4 familles différentes, faire une copropriété, une cohabitation, etc. Et l'architecte dit « Ah ouais, je l'ai jamais fait, mais je pense que j'aimerais faire. » quoi. C'est quand même moins sûr que l'architecte qui dit « Ouais, j'ai déjà fait 3 fois, 4 fois. » On peut voir, oui, bien sûr. C'est plus simple, quoi. Donc oui, l'architecte, ils ont tous fait les mêmes études, mais, ou en tout cas, ceux qui sont allés dans les mêmes écoles, parce que d'une école à l'autre, des fois ça change un peu, même beaucoup, hein. Mais il faut vraiment qu'il y ait un entretien préalable et que ça matche, quoi. Si ça ne matche pas, c'est pas la peine. Moi j'ai eu le cas d'un client qui me demandait de l'aider, parce qu'il voulait une maison à Ossaturbois avec un aspect crépi. Voilà. Sur Rouen, il se reconnaîtra s'il voit ça. Hein. Il travaillait dans l'aéronautique, etc. Et puis, il avait pris une architecte qui lui a dit « Je vais vous dessiner une ossature bois, mais elle sera avec du bardage bois, parce qu'il est impossible de faire une maison ossature bois avec aspect crépi. Il y a incompatibilité. » Or, on sait qu'il y a la moitié, ou peu s'en faut, des maisons ossature bois en France qui sont faites avec des aspects crépis, enduits. Donc c'est possible. Il n'aurait pas fallu prendre cette archi. Et à un moment donné, le chantier était sur le point d'être lancé. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment je peux trancher, monsieur Lefrançois? Défaut d'archi, il faut en prendre un autre. Oui, mais tout le travail qui a été fait parce que la maison, elle me convient. Ah, quel est l'architecte qui va reprendre la construction d'une maison s'il ne l'a pas conçue sous prétexte qu'il y avait incompatibilité entre un aspect bois ou un aspect enduit? Il y a problème. Donc, il ne faut pas aller jusqu'au problème. Et ça ne veut pas dire que celui qu'on n'aura pas pris n'est pas bon. Ça veut dire que il ne me correspond pas. L'architecte doit être aussi en capacité de dire à un client à un moment donné, je suis désolé, ce projet, il est bien, mais j'ai un autre collègue que je connais qui peut-être sera plus habilité que moi ou travailler en relation avec un autre archi.
on ne sait pas tout. On ne peut pas satisfaire tous les besoins et toutes les attentes. Et donc, oui, il y a vraiment un travail de fond à faire. Mais personnellement, et je crois qu'au sein de Soigner l'habitat, c'est universellement admis, l'architecte est un partenaire nécessaire. Il y a plein de cas, alors il y a des cas simples où, bon, oui, ok, banco, c'est refaire un bardage ou changer les menuiseries, je ne sais pas quoi, ok, on n'a peut-être pas besoin d'un architecte pour nous dire la nouvelle couleur qu'on veut mettre, etc. C'est possible. Mais il y a quand même beaucoup de chantiers, notamment d'importance, sur des bâtis anciens, parce que l'achat d'un bâti ancien, dans 60 à 70% des cas, c'est une refonte lourde. Et une refonte lourde, c'est pas rien. Implanter un escalier béton dans une maison en pisé, sans s'ancrer dans le pisé, etc., il faut du savoir-faire quand même pour le faire, quoi. Donc là, c'est bien de trouver le bon architecte qui connaît bien le pisé et qui connaît des artisans qui connaissent le pisé avec ses contraintes, etc. Merci pour cette illustration de ce que tu as pu rencontrer, ton expérience entre les difficultés que rencontrent clients et architectes. Clients et architectes et artisans. Parce que, ok, il y a une contrainte de l'architecte sur l'artisan souvent, mais par contre, quand l'architecte s'est dit c'est bon pour régler, normalement on est réglé. C'est important aussi, hein.